Alors, bonjour tout le monde. Toujours ce que je me fixe dans ces 10 petits bonus, c'est de revoir des choses qu'on aurait vues sur ces 40 épisodes ou que vous n'auriez pas vues ou que vous souhaiteriez voir plus vite. Et voir avec une figure, aujourd'hui la machine, est-ce que ça peut permettre de comprendre les enjeux qu'il y avait dans cette modernité 1800-1940? La réponse est déjà oui. Mais de quelle façon la machine va arriver, c'est intéressant. Pour ceux qui auraient suivi tous les épisodes, j'ai essayé à chaque fois de montrer encore des surprises et d'autres pistes de réflexion. Parce qu'effectivement, ça ressemble moins à un cours avec des éléments que des pistes pour réfléchir à cette machine. Et donc, je voudrais vous faire voir ou réfléchir à ces questions de machine, puisque dès 1738 et même avant, parce que c'est un sujet qui a toujours passionné les humains de faire des automates, de faire quelque chose qui soit automobile, qui pourrait bouger par lui-même. Et, euh, et Vaucanson, par exemple, en 1738, fabrique un vrai canard qui avale quelque chose, qui fait ressortir par l'autre côté, un vrai automate qui bouge par lui-même. Puisque l'idée d'automobile, c'est qu'une énergie, quelle qu'elle soit, puisse alimenter un mécanisme qui pourrait se déplacer et qui, dans un premier temps, pourrait remplacer l'homme. Et dans l'ambiguïté de cette machine, dans la fascination qu'il va y avoir pour cette révolution industrielle qui accompagne notre 1800 jusqu'à 1940, celle de remplacer l'homme, avec toute l'ambiguïté que ça peut avoir, ce sera l'invention du robot. Au théâtre, je vais vous en parler, d'un homme, d'une machine qui ferait à la place de l'homme et qui le ferait disparaître, mais aussi la fascination de la facilité, de construire vite, de penser vite, de modifier la façon dont l'homme interagit avec l'extérieur. Donc on retrouve chez Vaucanson ça aussi, dans les merveilleux musées d'arts et métiers que vous pouvez visiter en ligne, métier à tisser composé par lui. Si vous disiez que c'était Descartes qui avait déjà comme question cette idée d'animal-machine, on le retrouve chez un successeur, un peu 1748, la maîtrise, c'est comment, comment la raison commanderait au corps, ou comment le corps, et c'est ce qui est très étonnant dans ce La Métrie, on ne le voit pas beaucoup quand on est au lycée en philo, on n'a pas le temps. Est-ce que tout ne pourrait être que machine, même notre cerveau? Voilà, ça intéresse beaucoup Descartes pour savoir comment se connecte votre cerveau à votre corps. Il suffit d'avoir faim ou d'être juste avant l'apéro et de vouloir donner un cours. On voit très bien qu'il y a une déconnexion cerveau-corps très simple à comprendre. Voilà, ça fascine beaucoup la maîtrise. Et donc tout ce XVIIIe siècle qui nous amène vers notre modernité. Alors j'ai fait un truc très rigolo pour ceux qui aiment ça. Souvent, c'est plutôt masculin la technique, mais ça serait une question qui nous emmènerait trop loin aussi. J'ai été dans la page Wikipédia avec des photos de machines. Et vous voyez, c'est écrit en allemand, donc j'ai pas pris la peine de traduire. Je suis en 1810, hein. Là en 1779. J'ai fait ça d'une façon tout à fait esthète. Je me suis dit, mais en fait, c'est quand même très très beau les machines. C'est très impressionnant. On comprend qu'on ait envie de les dessiner. On comprend. Alors comprendre est le bon mot, c'est que à la fois visuellement c'est très fascinant parce qu'on voit. Je vais faire de la philosophie sur un objet vraiment simple. Vous voyez, quand on voit ça, on sait que ça sert à quelque chose. C'est tellement, le travail est tellement minutieux, ça a tellement été fait pour quelque chose d'usiner, de faire en sorte que ça soit précis, que les choses s'emboîtent les unes dans les autres pour fonctionner, qu'on devine, même si on n'y connaît rien, que ça sert à quelque chose. Vous allez me dire, c'est un peu couillon ça, mais le revers, c'est que c'est pas la forme de ce que l'on voit qui permet de comprendre à quoi ça sert. Une machine, c'est jamais fait, on va dire, c'est comme le moteur de votre voiture, l'extérieur de votre voiture, on peut deviner que c'est fait pour se déplacer, les roues, les vitres, voilà, on sent qu'il y a la forme peut suggérer un mouvement, mais le moteur lui-même, on ne comprend pas. Quand on le voit de l'extérieur, comment l'intérieur fonctionne. Voilà, le rapport intérieur-extérieur qui m'intéressait hier sur l'abstraction a un rapport avec ça. Et puis on fabrique des machines qui vont nourrir notre actualité, puisque ce qui m'intéresse aussi dans ces bonus, c'est de regarder comment la machine nous nourrit. Alors, un système de projection photographique pour projeter des images et regarder de près, un système une machine avec des petits ressorts qui mettent des plaques photographiques qui vont permettre de prendre en photo un personnage qui se déplace, ici Marais. Mais ce que je n'avais pas montré de Marais du tout, c'est que dans la façon de simplifier, fond noir, point de repère
sur la tête, sur les épaules, sur les jambes, avec point de repère. Quand vous apprenez à dessiner des personnages, il faut faire comme ça d'ailleurs. Un trait, un point, un trait, un point, pour trouver la structure. Et c'est cette courbe, cette ondulation qui va faire comprendre le mouvement, puisque c'est la question que se posait Deleuze avec Bergson. Voilà, image-mouvement, comment un repère fixe fait comprendre l'espace entre chaque repère fixe suggère le mouvement. Après tout, il est nulle part, le mouvement. Mais ce qu'on connaît moins de Marais, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé à la fumée, c'est-à-dire des choses de mécanique des fluides. Il a fait, vous pourriez faire ça et recommencer à fumer au lieu de manger pendant vos occupations libres, des petits clous, et puis on fait descendre des morceaux de fumée qui permettent, selon une forme, de deviner quelle va être la transformation de cette trajectoire. Évidemment, ça va intéresser les scientifiques, ces recherches-là, mais évidemment, on ne le montre pas assez, on regarde plutôt ces images-là. Évidemment, ça intéresse l'abstraction, ça intéresse l'art qui va venir. Et puis, ça aussi, c'est une sculpture d'Étienne Jules Marais, c'est-à-dire il a eu envie, il a fait des photos de décomposition du mouvement des oiseaux, puis il a demandé à un fondeur d'unifier ces images. Vous voyez à quel point ces recherches scientifiques pourraient être directement des œuvres de futuristes italiens ou de Duchamp, du Duchamp des débuts. Je continue ma petite dérive de machine. Très impressionnant, même la couleur elle-même, mais c'est aussi la matière qui m'intéresse. Tiens, Walter Benjamin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, et je n'ai pas parlé de ce Paris capital du 19e siècle, de 1930. Voilà, ce qui est intéressant, qu'il signale, il y a toujours des coups d'œil merveilleux. Avec le fer, pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, je suis en train de basculer doucement, intervient un matériau artificiel. Et oui, c'est vrai ça. Bois, pierre, tout ça, c'est produit, alors que là, on peut se le fabriquer. Il est sous-jacent à une évolution dont le rythme va s'accélérer. On en a parlé du rythme et de l'accélération. Il reçoit une impulsion définitive lorsqu'il s'avère que la locomotive, dont les premiers essais datent des années 1830, ne peut circuler que sur des rails de fer. Une invention entraîne une transformation et donc valorise plutôt un matériau qu'un autre. Ce n'est pas qu'un choix humain. Le rail est le premier élément en fer susceptible d'être monté, le précurseur de la poutrelle, voilà, anciennement vers l'architecture. On refuse le fer pour les maisons d'habitation. Il ne faut pas que ça soit trop rapide, les transformations, contrairement aux légendes, mais on l'applique au passage, aux galeries d'exposition, aux gares. Je vous ai montré des passages de Paris qui avaient fasciné Céline. En même temps, s'étend le domaine d'application du verre dans l'architecture. Néanmoins, les conditions sociales requises pour son emploi plus vaste ne se réaliseront qu'un siècle plus tard. Voilà, il faut que ça s'accepte, en fait, que l'imaginaire, que les spectateurs et donc que les artistes qui vont quelquefois anticiper un peu cet imaginaire, mais pas toujours tant que ça, eh bien, puissent le faire passer. Galerie des Machines, 1889, exposition universelle. On reconnaît la petite dame de fer derrière, avant Thatcher. L'intérieur de la Galerie des Machines, c'est quand même une façon de montrer des réalisations techniques complètement fascinantes. On pourrait imaginer aller là aussi, dès qu'on peut sortir, petit musée Safran avec des avions, des bateaux, des hélicoptères, des motos. Et je reconnais, pour y avoir emmené dessiner des élèves, que c'est tout à fait le design qui est inclus dedans, même quand c'est un atroce missile qui tue des gens, est tout à fait fascinant. Les formes que ça fabrique vont avec l'ergonomie, vont avec la technicité. Déjà, c'est tout à fait étrange, mais vont avec une certaine part de création visuelle sans conteste. Voilà, cette fascination pour la machine, elle se retrouve ici, voilà, vous vous en doutez, puisque après tout, ce n'est qu'un mécano, rien de plus que cette petite tour. Premier moteur, je ne suis pas connaisseur, je vous le disais, premier moteur 4 cylindres à essence. Je me suis dit que ça allait parler à ceux qui connaissent. Là, on pourrait dessiner des choses comme ça, c'est très beau. Une machine à coudre, des machines pour autre chose qui ont des similitudes. Des machines dont on retrouve, même quand on invente en béton des hangars à dirigeables par Freycinet en 1920 pour tout près d'Orly, on a besoin de machines pour fabriquer des objets. Petite machine, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, mais un autre petit extrait du merveilleux L'homme à la caméra, où on voit bien que la machine le fascine en comparaison avec l'humain. Attention, attention.
comment le montage, comment le rythme d'enchaînement des images est lui-même machinique. Un petit point, un dernier, pour le père du design industriel, Raymond Lévy, avec ces choses qui sont tout à fait fascinantes, qui à la fois cachent les mécanismes dans le design de la streamline. Il faut plutôt quelque chose de fuselé, cache les roues, cache les rouages. Par contre, donne quelque chose de très, très impressionnant par sa puissance, même par son côté narratif. On a l'impression que quelque chose vient vers nous comme un objet, comme un animal. Alors, je reviens à un retour aux œuvres qu'on a découvertes, c'est que finalement, cette fascination pour la machine, elle est technique, elle est parallèle à cette industrialisation, mais elle est aussi ça va me permettre de repasser dans certains passages, le manifeste futuriste de Marinetti, édité dans Le Figaro en 1909. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et la témérité. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse, une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tel des serpents à l'haleine explosif, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille. Je vous ai parlé de leur rapport à la vitesse et à la guerre, est plus belle que la victoire de Samothrace. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. Et il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat, prodigalité. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte, pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues. Nous sommes sur le promontoire des siècles. Ne regardons plus derrière nous. Cette fascination pour la machine, on la retrouve dans cette merveille de peinture de Bala héritée du futurisme, ça veut hériter du fauvisme et du pointillisme. La fascination pour le dynamisme d'une automobile. Là aussi, vélocité automobile, toujours Bala. La dynamique, je vous l'ai dit, était une façon de pré-aborder l'abstraction en cherchant à représenter cette vitesse. Ça, je l'ai expliqué, sur le contraste des couleurs, sur les angles qui accentuent l'entrée dans l'image. Mais je voulais revenir sur le fait que c'est une automobile, c'est-à-dire que c'est avant tout un regard. Il y a le dynamisme d'un joueur de football, une petite fille qui court, mais il y a régulièrement, dans le travail des futuristes, des choses autour des machines. L'art des bruits va être une façon de proposer qu'il y ait dans l'évolution de la musique, cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication grandissante des machines. Nous pouvons parler de bruit musical. Et vous vous souvenez peut-être que Russolo, un des auteurs de ce manifeste de l'art des bruits, l'auteur, mais va inventer des machines à faire des bruits, des ululeurs qui sont des transformations de la voix. Voilà les futuristes bien lancés. Ils sont à Paris pour éditer devant le Figaro leur manifeste. Les dessins de Santelia en architecture font penser à des moteurs, à des villes du futur qui plairont bien à tous nos auteurs de science-fiction qu'on va trouver dans une minute sous nos yeux. Des boulons pour certains objets, des aspects pour Bala encore, qui transforment la typo en jouant de la matière un peu métallique des machines, des cylindres, choses très belles qu'on retrouve dans la forme unique de continuité dans l'espace. Effectivement, je vous ai dit, c'est le déplacement d'un corps, c'est le déplacement de la vitesse de la course, mais c'est aussi la matière elle-même qui fait penser à de la machine avec quelque chose qui est très métallique. Là, le bronze, mais qui est montré de façon brillante pour accentuer cela. Alors ça, c'est la fascination des machines qu'on va retrouver chez Rodchenko, mais il y a aussi ce que je vous ai montré, c'est une espèce d'ironie vis-à-vis de la machine qu'on retrouve chez Duchamp, puisque quand il fait cette broyeuse de chocolat, il va reprendre un mécanisme qui existe avant, sur lequel je n'ai pas eu le temps d'insister beaucoup. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant le côté mécanique, dit Duchamp, ce qui m'intéressait, je cherche le nom de celui qui a écrit le petit livre sur la biographie de Duchamp, ça va me revenir. Ce qui m'intéressait, ce n'était point tant le côté mécanique de l'appareil que l'étude d'une nouvelle technique. Il était impossible de faire la peinture éclaboussée au hasard des coups de pinceau sur la toile. Je voulais revenir à un dessin absolument sec, la composition d'un art sec. Quel meilleur exemple de ce nouvel art que le dessin mécanique. Mécanique, c'est-à-dire, je représente des mécanismes, mais je le fais à la règle. Voilà, le dessin mécanique, vous êtes dirigé par l'impersonnalité de la règle et les lignes droites. L'idée était d'oublier la main, d'aller au-delà de quelque chose qui soit
sensible. Et les schémas que je vous avais montrés reviennent aussi sur le fait que, je vous avais dit, vraisemblance technique, scientifique, précision scientifique sur les dessins, mais ce qu'on oublie aussi, parce que Picabia et Duchamp sont des espiègles, des allusions dans le domaine mécanique à l'érotisme, c'est-à-dire au corps mécanique, c'est-à-dire un piston qui rentre dans une forme. On voit très bien pourquoi ils s'appellent les célibataires, passage de la machine vapeur. Il a ses vapeurs au moteur désir à explosion, voilà, refroidisseur du moteur désir. Il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui va, qui vient. C'est pas du tout des blagues, ça fait partie de tout le travail Duchamp, dont on reconnaît la broyeuse de chocolat qui va réapparaître dans son grand verre plus tard, les moules Malik qui donnent les célibataires. Donc c'est à la fois une espèce de grand verre de dépassement de la peinture avec des collages qui sont posés sur une matière transparente, le verre, qui vont suggérer une espèce de mystère, mais qui est mystère, qui se moque de cette scientificité, mais qui en plus en joue du côté érotique et du côté dérisoire qu'il peut y avoir dans cette production aussi. Et dans cette roue de vélo, il y a aussi l'idée d'une machine qui se déplace, bien évidemment. Ce mécanisme va beaucoup fasciner Duchamp. Il va réaliser photo de Man Ray, son ami. Vous voyez, un système à pédale, on appuie et puis ça tourne. Et quand ça tourne, ça donne un objet qui est autre chose que ce qu'on voit. Un petit essai de cinéma, anémique, c'est l'inverse de cinéma, de Marcel Duchamp, avec cette idée de travailler sur d'autres matériaux que ceux habituels. Vous êtes en mon pouvoir, endormez-vous. Vous pouvez regarder ça sur place. Et puis j'avais parlé de Picabia et de son jeu avec les machines. Il dit assez bien dans ce paroxysme de la douleur, qui est une œuvre assez importante, qui est au Canada. Vous voyez le petit mot qu'il résume. En 1912, Picabia rencontre Marcel Duchamp. Il influence sa pensée, l'incite à utiliser des objets mécaniques pour symboliser les émotions humaines et les relations sexuelles. Picabia suggère une interprétation anthropomorphique des machines qu'il déguise en une image presque abstraite. En gros, si on tourne le mécanisme, il y a quelque chose qui broie, qui tourne. Et c'est pour ça qu'on peut parler de paroxysme de la douleur. Je voulais revenir sur le fait qu'il détourne des schémas scientifiques, il y a une espèce de jeu d'ironie, mais que finalement, ces mécanismes, ils servent à quelque chose. Parade amoureuse, on peut penser encore qu'il y a une sorte de suggestion du corps mécanique, mais si on regarde d'un peu plus près la prostitution universelle, mais Fille née sans mère, je vous ai dit que le jeu avec le titre allait dans le même esprit que Duchamp, mais dans celui-ci, je trouve ça intéressant, on va le retrouver en couverture d'une revue Dada. Regardez bien ce que fait Picabia. On part de Corot, de Ingres, de Rodin, de Seurat, de Matisse, tout ça est digéré, de Rhin, Mac Jacob, Marie Laurencin, Glaise, Eric Satie avec une faute, Arensberg, le collectionneur américain, qui va beaucoup les aider. Mouvement Dada arrive comme électrochoc et blablabla. Stiglitz qui les soutient aux États-Unis aussi, le frère de Duchamp, Villon, Sarah, Harpe, Coty, toc. Qu'est-ce que ça donne? La revue 391 de Picabia qu'il crée en hommage à la galerie 291 que Stiglitz avait créée aux États-Unis. Voilà. Finalement, dans ces mécanismes, il ne s'agit pas seulement de se moquer biscotte, folle, radoteuse, lyrisme, il y a quand même un petit jeu de signification sur ce que la machine transforme, bouleverse de ce qui est autour de nous. Et puis, pour finir sur cet aspect fascination du mécanisme, chez les artistes, voilà, chez Rodchenko, dans les gros plans qu'il peut donner sur les architectures qui sont en train de se créer en métal dans ces années-là, sur les rouages qu'on va retrouver fréquemment, qui donnent les escaliers dans le Eisenstein. Et cette ironie, alors toujours fascination, ironie, ces deux tendances chez Haussmann et Dada. Je voulais vous faire découvrir peut-être qu'en 1921, Karel Čapek écrit pour la première fois, il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Ruhr, marionnette théâtre, une pièce de théâtre de science-fiction dans laquelle pour la première fois, 1920, c'est joué en 21 et en 22, pour la première fois, on utilise le mot robot. Pour la première fois, c'est son frère qui l'a inventé, mais robot veut dire en gros esclave en slave. Et ça donne, je voulais vous le montrer aussi, que cette fascination pour les robots, elle existe toujours. Hein. Elle nous fait peur, elle nous aide.
les découvrir, ils n'attrapent pas de virus, donc ils peuvent se balader comme ils veulent. Voilà, ce Karel Capek va avancer. Alors, vous regarderez le résumé, en fait, les robots prennent le pouvoir et puis l'humain lui confie la tâche de finir l'humanité. La maison machine à habiter, voilà, de Le Corbusier, dont vous vous souvenez. Voilà, cette machine préfabriquée qui va entraîner des tas de grands ensembles qui sont discutables. Voilà, Le Corbusier, voilà une machine d'aujourd'hui. Donc, comme le moteur, on ne peut pas savoir ce qu'il contient et ce qu'il fabrique. Et puis, dans le même genre d'idée, tout autour, à côté, l'IRCAM, qui va, vous ne le savez peut-être pas, mais fabriquer des choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Pierre Schaeffer, on est en 1948, il va s'intéresser à faire des études de bruit et enregistrer des bruits mécaniques de locomotives ici. Quelque chose de tout à fait écoutable finalement. Pierre Schaeffer, études de bruit, et je voulais dire à quel point cette fascination pour la machine, pour la technique en fait, mais spécialement sur la machine, c'est pas la technique en général, se retrouvait dans ce début de musique concrète, de musique des bruits qui vient du futurisme. Ce que l'IRCAM a changé dans votre vie, je l'ai trouvé sur France Inter. L'air de rien, transformer les voix qui existent vraiment. On peut, dans un film de Jamel Debbouze, mettre la voix de Louis de Funès. C'est un vrai comédien qui est enregistré, dont on transforme la voix. Donner une couleur sonore à votre voiture, au train. Voilà, les sound designers, c'est aussi des choses qui se sont créées à partir de ces études de machine. Faire des algorithmes qui reconnaissent la musique et jusqu'à inventer de nouveaux instruments de musique. Et pour conclure sur cette fascination des machines, parce que c'est ce qui va donner absolument la musique électronique, une merveille de clip des Chemical Brothers de 2002, sur lequel je vous quitte. Faites bien attention à ce qui est en train de se passer. Le clip est de Michel Gondry. Soyez attentifs et à demain. Il y a un petit bug.